La vérité ressemble parfois à un fantôme. On la voit fugitivement dans un couloir sombre, puis elle disparaît. Nous étions 4 sœurs dévouées à guérir les malades quand nous avons découvert l'horreur qui se cachait dans notre hôpital. De charité. Maintenant, seules 2 d'entre nous respirent encore, prisonnières volontaires dans un mausolée abandonné, mais notre vengeance sera aussi froide que les tombes qui nous entourent. Je m'appelle sœur Marie-Claire. Pendant 15 ans, j'ai servi comme infirmière à l'hôpital Saint-François dans la petite ville de Bellerive. Notre établissement était modeste, mais respecté, niché entre les collines verdoyantes et la rivière paisible qui traversait notre communauté. Nous étions 4 religieuses infirmières dédiées corps et âme à notre vocation. Sœur Thérèse, notre aînée, dirigeait notre petit groupe avec sagesse et compassion. Sœur Emmanuelle excellait en soins intensifs avec ses mains agiles et son esprit vif. Sœur Lucie, la plus jeune d'entre nous, avait un don particulier avec les enfants malades, qui l'adoraient pour ses histoires et son sourire chaleureux. Et moi, je m'occupais principalement de la pharmacie et des registres médicaux. Notre routine était simple mais gratifiante. Levé à 5 heures du matin, prière commune, puis notre journée à l'hôpital commençait à 6h30 et précise. Le bâtiment lui-même datait du 19e siècle avec ses hauts plafonds, ses longs couloirs au sol en marbre usé et ses grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil même les jours les plus sombres. Je trouvais une paix profonde dans ces murs imprégnés de prières et de guérisons. Le directeur de l'hôpital, le docteur Laurent Mercier, était arrivé il y a 6 ans. Grand, distingué, toujours impeccablement vêtu, il avait apporté un nouveau souffle à notre petit établissement. Sous sa direction, nous avions reçu des équipements modernes, un nouveau service de chirurgie, et notre réputation avait grandi au-delà des frontières de notre région. Il nous répétait souvent que notre hôpital était devenu un modèle d'efficacité pour les établissements ruraux. Nous étions fiers de ses progrès et reconnaissants envers lui pour sa vision. La vie à Bellerive suivait le rythme des saisons. Le printemps amenait les allergies et les accidents de jardinage. L'été voyait défiler les touristes imprudents et les enfants blessés pendant leurs vacances. L'automne apportait les premières, grippes et les chutes des personnes âgées. L'hiver nous confrontait aux pneumonies et aux accidents sur les routes verglacées. Notre petite communauté de 4000 âmes dépendait entièrement de notre hôpital, le plus proche établissement, comparable se trouvant à plus de 80 km. Notre maison, attenante à l'hôpital, était simple mais confortable. 4 petites chambres, une cuisine commune, une salle de prière et un petit jardin où nous cultivions des herbes médicinales et quelques légumes. Nos journées libres étaient rares mais précieuses. Nous les passions souvent à visiter les malades à domicile, à enseigner les premiers secours aux écoliers ou simplement à nous promener dans la nature environnante en remerciant Dieu pour sa création. Ma spécialité était la gestion des médicaments. Je connaissais chaque flacon, chaque comprimé, chaque ampoule dans notre pharmacie. Je surveillais les stocks, passais les commandes et veillais à ce que chaque patient reçoive exactement ce dont il avait besoin. Le docteur Mercier me complimentait souvent sur ma précision et mon organisation. Il me disait que j'étais le pilier invisible de l'hôpital, celle qui permettait à tout le système de fonctionner sans accroc. Ces mots me touchaient profondément et renforçaient ma dévotion à notre mission commune. Notre hôpital accueillait parfois des cas particulièrement complexes, nécessitant des interventions chirurgicales délicates. Le docteur Mercier avait constitué une équipe chirurgicale d'élite, composée de spécialistes qui venaient régulièrement de la capitale. Ces médecins impressionnants travaillaient dans un service spécial au sous-sol, équipé des technologies les plus avancées. Nous étions rarement admises dans cette zone, le docteur Mercier expliquant que la stérilité absolue devait y être maintenue. Nous acceptions cette règle sans question, confiantes dans son jugement professionnel. Le cimetière de Bellerive jouxtait notre hôpital, séparé seulement par un mur de pierre ancien couvert de lierre. Cette proximité me paraissait naturelle, un rappel constant du cycle de la vie et de notre mission de repousser la mort aussi longtemps que possible. Marcel, le fossoyeur,
était un homme discret et solitaire qui prenait soin des tombes avec un respect touchant. Âgé d'une 60aine d'années, il habitait une petite maison à l'entrée du cimetière et connaissait l'histoire de chaque pierre tombale. Nous échangions parfois quelques mots lorsque je me recueillais sur la tombe d'un patient. Il me semblait porter le poids des morts sur ses épaules voûtées. Notre vie était structurée, prévisible et profondément satisfaisante. Je croyais fermement que Dieu nous avait placés là pour une raison. Chaque patient soigné, chaque sourire retrouvé, chaque douleur soulagée renforçait cette conviction. Nous formions une famille unie par notre foi et notre vocation. Rien ne laissait présager que notre monde allait s'effondrer, que les murs blancs de notre hôpital cachaient des secrets plus noirs que la nuit. La dernière image que je garde de notre vie d'avant est celle d'un dimanche d'automne. Nous étions toutes les quatre assises dans notre petit jardin, dégustant une tisane aux herbes fraîches. Le soleil couchant dorait nos visages paisibles, et sœur Lucie fredonnait doucement un cantique. Je me souviens avoir pensé que le paradis devait ressembler à cela. La semaine suivante, nous découvrions l'enfer. Tout commença par des irrégularités dans mes registres pharmaceutiques. Certains médicaments disparaissaient plus vite que prévu. Des anesthésiques, des immunosuppresseurs, des antibiotiques spécifiques. Au début, je mis ces écarts sur le compte de mes propres erreurs. Je recomptais, vérifiais les ordonnances, ajustais mes calculs. Mais les anomalies persistaient, suivant un schéma que je ne parvenais pas à expliquer. Après 3 semaines de vérification minutieuse, je décidai d'en parler à sœur Thérèse. Elle m'écouta attentivement dans notre cuisine, ses mains ridées serrées autour de sa tasse de thé. Elle me demanda si j'avais consulté le docteur Mercier à ce sujet. Je lui répondis que je préférais avoir son avis avant de déranger le directeur, avec ce qui était peut-être simplement ma négligence. Ses yeux bleus, habituellement si sereins, se voilèrent d'inquiétude. Elle me conseilla de surveiller plus étroitement les entrées et sorties de la pharmacie pendant quelques jours avant de tirer des conclusions. Je suivis son conseil. Je commençai à noter précisément les horaires de tous les prélèvements, de médicaments, comparant avec les prescriptions officielles. Un soir, alors que je travaillais tard, je remarquai le docteur Vasquez, un des chirurgiens de l'équipe spéciale, entrer dans la pharmacie. Il sursauta légèrement en me voyant. Il me dit avoir besoin de certains produits pour une intervention urgente le lendemain. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il me tendit la liste. Je préparais les médicaments demandés, notant mentalement que plusieurs correspondaient exactement aux produits manquants dans mes registres. Le lendemain, aucune intervention urgente ne figurait au planning. Je consultais discrètement les dossiers des patients. Aucun ne justifiait les médicaments prélevés. Une sensation de malaise grandissait en moi, comme une ombre froide rampant sur ma peau. Je décidai de partager mes observations avec mes sœurs. Nous nous réunîmes dans notre salle de prière après le dîner. Sœur Emmanuelle révéla alors quelque chose de troublant. Elle avait remarqué que certains patients, admis pour des opérations relativement simples, restaient sous sédation bien plus longtemps que nécessaire. Leur dossier indiquait des complications post-opératoires, mais elle trouvait étrange que ces complications surviennent systématiquement chez des patients jeunes et en bonne santé générale. Sœur Lucie ajouta que plusieurs patients lui avaient mentionné des douleurs inexpliquées, différentes de celles liées à leur intervention initiale. Nous décidâmes de mener notre petite enquête, chacune dans son domaine. Sœur Thérèse nous mit en garde contre les accusations précipitées, mais approuva notre vigilance. Pendant les 2 semaines suivantes, nous rassemblâmes nos observations. Le tableau qui se dessinait était de plus en plus inquiétant. Un mardi soir, alors que l'hôpital était calme, je prétextais un inventaire urgent pour rester dans la pharmacie. Je voulais vérifier si d'autres prélèvements non autorisés auraient lieu. Vers 23 heures, j'entendis des bruits de pas dans le couloir. Je me cachai derrière une étagère. Le docteur Mercier lui-même entra, accompagné d'un homme que je ne reconnus pas. Il parlait à voix basse. Je tendis l'oreille. Le docteur Mercier expliquait à son compagnon que la marchandise serait prête pour l'exportation demain. Son compagnon demanda si tout était en ordre avec les documents.
Le directeur répondit que les certificats de décès étaient parfaitement en règle. Personne ne poserait de questions. Ils prirent plusieurs flacons de solution de conservation et quittèrent la pièce. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'ils ne l'entendent. Le lendemain, je partageais cette conversation avec mes sœurs. Nous étions toutes pâles et silencieuses. Sœur Emmanuelle suggéra que nous jetions un œil au service spécial du sous-sol. Cette zone nous était interdite, mais nous devions comprendre ce qui se passait. Nous planifiâmes notre incursion pour la nuit suivante, profitant de l'absence prévue du docteur Mercier qui assistait à un dîner de gala dans la capitale. Cette nuit-là reste gravée dans ma mémoire comme le moment où notre innocence mourut. Nous descendîmes silencieusement au sous-sol, utilisant le pass de sœur Thérèse qui ouvrait la plupart des portes de l'hôpital. Le service spécial était plongé dans la pénombre, uniquement éclairé par les voyants lumineux des équipements médicaux. L'odeur d'antiseptique y était plus forte qu'ailleurs, masquant à peine une autre odeur plus organique, plus troublante. Sœur Lucie trouva l'interrupteur. La lumière révéla une salle d'opération impeccable, mais différente de celle que nous connaissions. Des équipements spécifiques étaient disposés autour de 2 tables d'opération. Sur un mur, une grande armoire réfrigérée attira notre attention. Sœur Emmanuelle l'ouvrit lentement. Des conteneurs médicaux transparents étaient soigneusement alignés à l'intérieur. Chacun contenait un organe humain parfaitement conservé. Rein, foie, cœur, poumons, tous étiquetés avec des codes alphanumériques. Sur une table adjacente, des dossiers détaillaient les caractéristiques de chaque organe. Groupe sanguin, compatibilité, HLA, état de conservation, date de prélèvement. Un autre classeur contenait des informations sur les destinataires, des noms, des cliniques privées à l'étranger, des sommes astronomiques. Sœur Lucie porta sa main à sa bouche pour étouffer un cri. Sœur Thérèse s'appuya contre le mur, le visage déformé par l'horreur. Sœur Emmanuelle, toujours pragmatique, photographia rapidement plusieurs documents avec son téléphone portable. Je restais paralysé, incapable de détacher mon regard de ces vies volées, conservées dans le froid clinique de cette chambre des horreurs. Un bruit dans le couloir nous fit sursauter. Nous éteignîmes rapidement la lumière et nous cachâmes derrière un grand équipement médical. La porte s'ouvrit. Le docteur Vasquez entra, suivi de 2 hommes en costume. Il ne devait pas être là. Le gala devait retenir toute l'équipe dans la capitale cette nuit. Ils discutaient d'une livraison urgente pour une clinique en Suisse. Un client fortuné ne pouvait plus attendre pour une transplantation cardiaque. Le docteur Vasquez expliqua que le cœur prélevé la veille était parfait pour ce receveur. Un des hommes en costume demanda si les papiers étaient en ordre. Le médecin répondit que tout était arrangé. Le patient était officiellement décédé d'une crise cardiaque. La famille avait déjà récupéré les cendres après une crémation express. Ils restèrent une 20aine de minutes, préparant un conteneur spécial pour le transport. Nous retenions notre souffle, priant pour ne pas être découvertes. Finalement, ils quittèrent la pièce avec leur précieuse cargaison. Nous attendîmes encore 10 minutes avant de sortir de notre cachette. Sœur Thérèse prit alors une décision. Nous devions rassembler toutes les preuves possibles et contacter les autorités dès le lendemain. Cette nuit-là, aucune de nous ne dormit. Nous prions, chacune à notre manière, pour les âmes des victimes de ce trafic macabre et pour trouver la force d'affronter ce qui nous attendait. Le matin suivant, sœur Emmanuelle transféra les photos sur une clé USB qu'elle cacha dans sa croix pectorale, un cadeau de sa mère qu'elle ne quittait jamais. Nous avions convenu que sœur Thérèse et moi irions voir le commissaire de police de Bellerive pendant que sœur Emmanuelle et sœur Lucie resteraient à l'hôpital pour maintenir l'apparence de normalité. Nous n'avons jamais atteint le commissariat. À mi-chemin, une camionnette blanche s'arrêta brusquement à notre niveau. 2 hommes en sortirent et nous forcèrent à monter. Tout se passa si vite que nous n'eûmes pas le temps de crier. Un tissu imbibé d'un produit chimique fut plaqué sur nos visages. La dernière chose que je vis avant de perdre conscience fut le regard terrifié de sœur Thérèse. Je me réveillais dans l'obscurité, une obscurité froide,
humide, sentant la pierre ancienne et la moisissure. J'étais allongé sur une surface dure. Mes mains étaient liées devant moi. Ma tête pulsait douloureusement. Je tentais de me redresser. Mes yeux s'habituèrent lentement à la pénombre. Je distinguais des formes autour de moi, des monuments funéraires, des plaques commémoratives, des urnes en marbre. J'étais dans un mausolée. Une voix faible m'appela « Sœur Thérèse ». Elle était attachée à quelques mètres de moi. Sa voix me demanda si j'allais bien. Je lui répondis que j'étais désorienté mais consciente. Elle m'expliqua que nous étions dans le vieux mausolée abandonné du cimetière de Bellerive. Elle l'avait reconnu aux armoiries gravées sur le mur principal, visible dans la faible lumière filtrant par une petite ouverture au plafond. La porte du mausolée s'ouvrit. La lumière du jour nous aveugla momentanément. Le docteur Mercier entra, accompagné de 2 hommes à l'allure de garde du corps. Son visage, habituellement avenant, était maintenant dur comme la pierre qui nous entourait. Il nous expliqua calmement que notre curiosité avait causé un problème qui nécessitait une solution permanente. Il nous révéla que l'hôpital Saint-François servait de couverture à une opération très lucrative. Des patients sélectionnés, généralement sans famille proche ou des étrangers, devenaient des donneurs involontaires. Leurs organes alimentaient un réseau international de cliniques privées servant une clientèle fortunée qui ne voulait pas attendre les listes officielles de transplantation. Il nous expliqua que ce réseau existait depuis plus de 10 ans, bien avant son arrivée. Il n'avait fait que le perfectionner, le rendre plus efficace, plus discret. Il nous informa que sœur Emmanuelle et sœur Lucie avaient également été capturées. Elles étaient détenues ailleurs. Nous ne les reverrions jamais. Quant à nous, notre sort était déjà décidé. Ce mausolée, abandonné depuis des décennies, serait notre dernière demeure. La famille propriétaire était éteinte. Personne ne viendrait jamais ici. Le cimetière lui-même était rarement visité, sauf par le vieux fossoyeur qui recevait un généreux salaire pour ne pas poser de questions. Avant de partir, il nous laissa de l'eau et quelques provisions. Suffisamment pour prolonger notre souffrance, pas assez pour nous donner de l'espoir. Il nous dit que la mort par déshydratation ou famine était désagréable, mais que nous avions choisi ce destin en mettant notre nez dans des affaires qui ne nous concernaient pas. La lourde porte se referma sur nous avec un bruit de pierre frottant contre la pierre. Le silence qui suivit était assourdissant. Les heures qui suivirent furent les plus sombres de mon existence. Je naviguais entre la terreur, le désespoir et une colère impuissante. Sœur Thérèse, malgré sa propre peur, tentait de me réconforter. Elle me rappelait que notre âme était éternelle, que cette souffrance terrestre était temporaire. Mais ces paroles, qui m'auraient autrefois apaisé, sonnaient creuses face à l'horreur de notre situation. Je pensais à sœur Emmanuelle et sœur Lucie. Où étaient-elles? Souffraient-elles? Étaient-elles encore en vie? La pensée qu'elles puissent avoir été utilisées comme donneurs involontaires me tordait l'estomac. Je vomis dans un coin du mausolée, mon corps rejetant l'horreur que mon esprit ne pouvait contenir. Notre prison de pierre était un ancien mausolée familial datant du XVIIIe siècle. Une structure octogonale d'environ 6 mètres de diamètre, avec des niches funéraires sur les murs et un autel central en marbre. Une petite ouverture circulaire au plafond laissait entrer un rayon de lumière qui se déplaçait comme une horloge solaire morbide. La porte massive était faite de pierre et de métal ancien, impossible à déplacer de l'intérieur. Le premier jour, nous économisâmes l'eau et la nourriture laissées par nos ravisseurs. Nous tentâmes de défaire nos liens, mais ils étaient trop serrés. Nous appelâmes à l'aide, mais nos voix se perdaient dans l'épaisseur des murs. Nous priâmes longuement, intensément, nos voix unies dans la supplication. Aucune réponse divine ne vint. La nuit fut glaciale. Nous nous serrâmes l'une contre l'autre pour conserver notre chaleur. Le sommeil venait par bribes, interrompu par des sursauts d'angoisse ou des pleurs incontrôlables. Je rêvais d'organes flottant dans des conteneurs, me poursuivant dans des couloirs d'hôpital sans fin. Le 2e jour, nous entendîmes des pas à l'extérieur. Nous criâmes de toutes nos forces. La porte s'entr'ouvrit légèrement. Le visage ridé de Marcel
le fossoyeur apparut. Ses yeux s'écarquillèrent en nous voyant. Il entra prudemment, refermant partiellement la porte derrière lui. Il nous demanda ce que des religieuses faisaient enfermées dans ce vieux mausolée. Entre nos sanglots, nous lui racontâmes tout. Le trafic d'organes, notre découverte, notre enlèvement. Il nous écouta sans interruption, son visage se durcissant à mesure que notre récit progressait. Quand nous eûmes terminé, il resta silencieux un long moment. Puis il nous confia qu'il avait toujours trouvé suspect le nombre élevé de crémations demandées par l'hôpital ces dernières années. Des corps qui disparaissaient trop vite, sans cérémonie, souvent sans famille présente. Marcel nous expliqua qu'il ne pouvait pas nous libérer immédiatement. Les hommes du docteur Mercier venaient régulièrement vérifier que la porte du mausolée restait scellée. Il risquerait sa vie en nous aidant ouvertement. Mais il nous promit de nous apporter régulièrement de la nourriture, de l'eau et de chercher un moyen de contacter les autorités. Il coupa nos liens avant de repartir, nous recommandant la patience et la discrétion. Cette lueur d'espoir raviva momentanément notre morale. Mais les jours passèrent sans que Marcel ne revienne. Notre eau s'épuisait, notre faim grandissait, notre espoir diminuait. Nous commencions à envisager que le fossoyeur nous avait menti, ou pire, qu'il avait été découvert et éliminé. Le 5e jour, alors que nous étions prostrés dans un état de semi-conscience, la porte s'ouvrit à nouveau. Ce n'était pas Marcel, mais un des hommes de main du docteur Mercier. Il venait vérifier si nous étions encore en vie. Il semblait déçu de nous trouver respirant encore. Il nous laissa de nouvelles provisions, à peine suffisantes, pour quelques jours. Avant de partir, il nous informa froidement que sœur Emmanuelle et sœur Lucie avaient cessé d'être un problème. Leurs organes servaient maintenant des causes plus lucratives. Ces mots me frappèrent comme des pierres. Après son départ, je m'effondrai. Une crise de larmes incontrôlable me secoua pendant des heures. Sœur Thérèse tentait de me consoler, mais je pouvais sentir que sa propre foi vacillait. Nos sœurs, nos amies, nos confidentes depuis tant d'années, réduites à des pièces détachées dans ce commerce macabre. Je hurlais ma rage, ma douleur, mon impuissance contre les murs sourds de notre prison. Cette nuit-là, quelque chose se brisa définitivement en moi. La religieuse dévouée et obéissante que j'avais été mourut dans ce mausolée. À sa place naquit une femme déterminée à survivre, à témoigner et à obtenir justice ou vengeance. La frontière entre les deux s'estompait dans mon esprit tourmenté. Le 7e jour, Marcel revint enfin. Il nous expliqua qu'il avait dû être prudent, les hommes du docteur Mercier surveillant plus étroitement le cimetière. Il nous apporta davantage de provisions, des couvertures, une lampe à piles et un seau pour nos besoins. Il nous raconta avoir tenté de contacter la police, mais le commissaire de Bellerive était visiblement corrompu. Il avait rejeté ses inquiétudes sans même l'écouter, puis avait immédiatement téléphoné à quelqu'un après son départ. Marcel nous révéla également une information cruciale. L'un des gardes avait mentionné que le docteur Mercier conservait toutes les preuves de ses activités dans un coffre-fort dans sa résidence personnelle. Des documents, des vidéos, des listes de clients et de victimes. Une assurance, au cas où ses partenaires tenteraient de le trahir. Cette information était notre seul espoir de faire éclater la vérité. Cette nuit-là, sœur Thérèse tomba malade. La fièvre la fit délirer. Elle parlait à des personnes invisibles, revivait des moments de son passé, appelait sa mère morte depuis des décennies. Je la veillais sans relâche, épongeant son front brûlant avec le peu d'eau que nous avions. Je priais comme jamais je n'avais prié, suppliant Dieu de l'épargner. Mais au matin, sa respiration devint laborieuse. Elle me serra la main une dernière, et foi, me souffla de rester forte, puis ferma les yeux pour toujours. Je restai prostré près de son corps pendant des heures, incapable de bouger, de penser, de ressentir quoi que ce soit. Le vide en moi était si profond qu'il semblait infini. Quand Marcel revint le lendemain, il trouva une femme brisée veillant un cadavre. Il m'aida à envelopper sœur Thérèse dans une couverture.
Nous la plaçâmes dans une des niches funéraires du mausolée. Un dernier hommage à celle qui avait été notre guide, notre mère spirituelle. Cette nuit-là, seul dans le mausolée avec le corps de ma sœur, je pris ma décision. Je survivrai, je m'échapperai. Je révélerai au monde les horreurs de l'hôpital Saint-François. Et je ferai payer le docteur Mercier et tous ses complices. Ce n'était plus une question de justice, c'était une promesse de vengeance. Une vengeance froide, patiente, implacable. Aussi froide que les dalles de pierre sous mes pieds, aussi patiente que la mort qui nous attendait tous, aussi implacable que ma nouvelle résolution. Je passai la nuit à prier, non plus pour le salut de mon âme, mais pour la force d'accomplir ce que je devais faire. Au matin, quand le rayon de soleil traversa l'ouverture du plafond, il éclaira le visage d'une femme transformée. J'avais enterré ma peur avec sœur Thérèse. Il ne restait que ma détermination. Marcel devint mon seul lien avec le monde extérieur, mon seul allié dans ce qui serait une longue guerre d'usure contre le docteur Mercier. Lors de sa visite suivante, je lui exposai mon plan. Il fallait d'abord transformer ce mausolée en un refuge viable, puis rassembler des informations sur les activités du réseau. Enfin, trouver un moyen de récupérer les preuves gardées par le docteur Mercier et les transmettre aux autorités nationales, contournant la corruption locale. Le fossoyeur était réticent au début. Il craignait pour sa vie, pour son emploi, modeste, qui était son seul moyen de subsistance. Mais je vis dans ses yeux qu'il portait aussi sa propre culpabilité. Il avait été témoin indirect de ses crimes pendant des années sans agir. Me porter assistance était sa rédemption. Pendant les semaines qui suivirent, Marcel m'apporta discrètement tout ce dont j'avais besoin pour rendre le mausolée plus habitable. Des matelas, des provisions, des vêtements chauds, des médicaments de base, une radio à pile pour maintenir un contact avec le monde extérieur. Il installa même un système rudimentaire de collecte d'eau de pluie à travers l'ouverture du plafond et un petit réchaud à alcool pour réchauffer les aliments et l'eau. Je transformais cet espace mortuaire en un lieu de vie et de planification. Je dessinais des plans de l'hôpital et de la résidence du docteur Mercier sur les murs, utilisant du charbon de bois. Je notais les horaires des rondes de surveillance, les changements d'équipe, les livraisons de matériel médical que Marcel observait discrètement. Je compilais mentalement chaque détail, chaque information potentiellement utile. Marcel me rapportait également les rumeurs circulant à Bellerive. Notre disparition avait suscité des questions au début. Le docteur Mercier avait expliqué que nous avions été rappelés soudainement par notre ordre religieux pour une mission urgente à l'étranger. Les habitants, habitués à respecter les affaires de l'Église, avaient accepté cette explication sans trop de questions. Nos remplaçantes, 4 infirmières laïques, étaient déjà installées dans notre ancienne maison. La vie continuait comme si nous n'avions jamais existé. 2 mois après le début de ma captivité, un événement inattendu changea la donne. Marcel découvrit une entrée secrète dans le mausolée, une dalle mobile dans le sol, dissimulée sous l'autel central, qui menait à un passage souterrain. Ce passage, probablement construit pendant des temps troublés pour permettre à la famille de fuir en cas de danger, reliait le mausolée à une petite chapelle abandonnée à la lisière du cimetière. Cette découverte me donna une liberté de mouvement limitée mais précieuse. Je commençai à sortir la nuit, prudemment, explorant les environs immédiats du cimetière. Je découvris que la chapelle abandonnée offrait une vue parfaite sur l'arrière de l'hôpital. De là, je pouvais observer les livraisons nocturnes, les va-et-vient suspects, les visiteurs qui n'apparaissaient jamais dans les registres officiels. Un soir, je vis une ambulance arriver à 3 heures du matin. 2 hommes en sortirent un brancard couvert d'une bâche. Ils l'introduisirent par une entrée de service menant directement au sous-sol. Je reconnus l'un des hommes. C'était celui qui nous avait annoncé la mort de sœur Emmanuelle et sœur Lucie. Mon sang se glaça à l'idée d'une nouvelle victime. Cette nuit-là, je pris une décision qui allait changer la nature de ma vengeance. Je ne me contenterai
Pas de dénoncer ces monstres. Je tenterai de sauver leurs victimes quand je le pourrai. Le mausolée deviendrait non seulement mon refuge, mais aussi un sanctuaire pour ceux que je pourrais arracher à leur destin funeste. Marcel était de plus en plus nerveux. Il craignait que ses visites régulières au mausolée n'attirent l'attention. Pour minimiser les risques, nous établîmes un système de communication simple. Une pierre placée d'une certaine façon sur une tombe proche signifiait un message urgent. Un mouchoir accroché à un arbuste indiquait que la voie était libre pour me déplacer. Ce langage silencieux devint notre sauvegarde. Au 4e mois de ma captivité, Marcel m'apporta un téléphone portable prépayé, un outil dangereux mais nécessaire pour coordonner nos actions. Il me transmit également une information cruciale. Le docteur Mercier organisait une réception dans sa résidence pour l'anniversaire de l'hôpital dans 2 semaines. Tous les membres du réseau seraient présents, ainsi que les notables locaux, ignorant la véritable nature de leurs activités. La maison serait pleine, l'attention dispersée. Ce serait notre chance. Je préparais minutieusement cette opération. Marcel réussit à se faire embaucher comme serveur supplémentaire pour la soirée. Il me procura un uniforme identique. Le plan était simple en apparence. J'entrerais avec l'équipe de service par l'entrée des fournisseurs. Marcel créerait une diversion pendant que je me faufilerais dans le bureau du docteur Mercier pour trouver le coffre-fort. Le risque était immense, mais c'était notre meilleure option. La veille de la réception, un imprévu bouleversa nos plans. En observant l'hôpital depuis la chapelle, je vis arriver une jeune femme en larmes, soutenue par ce qui semblait être sa mère. Elles entrèrent par l'entrée principale. Quelque chose dans leur attitude, leur désespoir visible même à distance, éveilla mes soupçons. Je contactai immédiatement Marcel. Il découvrit que la jeune femme, prénommée Sophie, avait été diagnostiquée avec une insuffisance rénale mineure, facilement traitable. Mais le docteur Mercier lui avait annoncé une condition bien plus grave, nécessitant une hospitalisation immédiate. Marcel entendit également une conversation entre 2 infirmiers. Sophie était parfaite. Jeune, en bonne santé générale, 2 reins en excellent état et suffisamment naïve pour accepter une hospitalisation sans second avis médical. Elle était programmée pour une prétendue biopsie le lendemain matin. Une biopsie dont elle ne se réveillerait jamais complètement. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Notre plan de récupération des preuves devait attendre. Sauver cette innocente devint ma priorité absolue. Je demandai à Marcel de trouver un moyen d'entrer dans l'hôpital cette nuit même. Il me proposa de me faire passer pour une aide-soignante de nuit. Le service de nettoyage était sous-traité à une entreprise externe dont les employés changeaient régulièrement. Personne ne remarquerait un nouveau visage. Cette nuit-là, le cœur battant à tout rompre, je pénétrai dans l'hôpital pour la première fois depuis mon enlèvement. Les couloirs familiers me semblaient maintenant hostiles, chargés de menaces invisibles. Je localisai rapidement la chambre de Sophie. Elle dormait, un léger sédatif ayant déjà été administré pour la préparer à l'intervention du lendemain. Je la réveillai doucement, lui plaquant immédiatement ma main sur la bouche pour étouffer son cri de surprise. Je lui expliquai rapidement la situation, lui montrant la cicatrice récente sur un patient dans la chambre voisine, preuve d'un prélèvement non consenti. Sa terreur initiale se transforma en une détermination silencieuse. Elle me crut, peut-être, parce que mon visage émacié et mes yeux hantés témoignaient d'une vérité trop terrible pour être inventée. Avec l'aide de Marcel qui faisait le guet, nous sortîmes Sophie de l'hôpital, par une issue de secours rarement surveillée. Nous la conduisîmes au mausolée. Elle était notre première rescapée, mais pas la dernière. Cette nuit marqua le début d'une nouvelle phase dans ma vengeance. Je ne serai plus seulement une survivante cherchant justice. Je deviendrai le cauchemar du docteur Mercier, l'ombre qui lui volerait ses victimes une par une. La réception fut reportée d'1 semaine, le temps pour le personnel de l'hôpital de gérer la disparition inexpliquée de Sophie. Cette semaine supplémentaire nous permit d'affiner notre plan.
Sophie, maintenant pleinement consciente de l'horreur à laquelle elle avait échappé, insista pour nous aider. Son témoignage serait crucial pour convaincre les autorités nationales. Je sentais que le moment approchait où ma vengeance prendrait forme, non pas comme un acte de violence aveugle, mais comme la révélation implacable d'une vérité que personne ne pourrait plus ignorer. Le docteur Mercier et son réseau avaient prospéré dans l'ombre. Je les exposerais à la lumière crue de la justice. Et pour cela, j'avais besoin des preuves cachées dans son coffre-fort. Le jour de la réception arriva finalement. Une soirée d'automne claire et froide, où les étoiles brillaient avec une indifférence glaciale sur le drame qui allait se jouer. Je me préparais méticuleusement, révisant chaque détail du plan. Marcel m'avait procuré un uniforme de serveuse, identique à ceux de l'équipe engagée pour la soirée. Sophie resterait au mausolée, prête à contacter les journalistes que nous avions identifiés comme potentiellement fiables si nous ne revenions pas avant minuit. Je me regardais une dernière fois dans le petit miroir fêlé que Marcel m'avait apporté. Mon visage était plus mince, mes yeux plus profonds, marqués par ces mois de captivité. Mes cheveux, autrefois dissimulés sous ma coiffe de religieuse, avaient poussé suffisamment pour être tirés en un chignon serré de serveuse professionnelle. Personne ne reconnaîtrait en moi sœur Marie-Claire. Cette femme avait disparu. À sa place se tenait une justicière déterminée. Marcel vint me chercher à la chapelle abandonnée comme convenu. Il conduisait la petite camionnette de livraison du traiteur, dans laquelle il avait caché un espace pour moi parmi les caisses de champagne. Le trajet jusqu'à la résidence du docteur Mercier fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées, conscient des risques énormes que nous prenions. La maison du directeur était un manoir imposant, situé sur les hauteurs de Bellerive, entouré d'un grand parc soigneusement entretenu. Des voitures luxueuses s'alignaient déjà dans l'allée circulaire. Des lumières brillaient à toutes les fenêtres. Une musique discrète flottait dans l'air frais du soir. Le décor parfait pour une réception mondaine. Le paravent idéal pour des monstres en costume. Nous entrâmes par l'entrée de service à l'arrière de la maison. L'activité y était frénétique. Serveurs, cuisiniers, personnel de maison s'affairaient dans un ballet bien réglé. Je me mêlais aux autres serveuses, tenant un plateau de flûte de champagne. Marcel rejoignit l'équipe chargée des boissons au bar principal. Nous échangeâmes un dernier regard. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Les invités commencèrent à affluer dans le grand salon. Je reconnus plusieurs figures importantes de Bellerive, le maire et son épouse, le commissaire de police, des médecins de l'hôpital, et bien sûr, le docteur Mercier, resplendissant dans son costume sur mesure, jouant parfaitement son rôle d'hôte charmant et philanthrope dévoué. Je servis des coupes de champagne, des amuse-bouches, souriant poliment, baissant les yeux pour éviter une reconnaissance improbable. J'observais, j'écoutais, je mémorisais des visages, des noms, des conversations. Chaque information pourrait s'avérer cruciale plus tard. Je repérais également les membres du réseau que je connaissais, le docteur Vasquez, les deux hommes de main qui nous avaient enfermés dans le mausolée, d'autres que je supposais être des acheteurs ou des intermédiaires. Après 1 heure, Marcel me fit le signal convenu. Il venait de servir un verre spécialement préparé aux gardes, posté devant le bureau du docteur Mercier. Un somnifère léger, suffisant pour le rendre moins vigilant, sans éveiller de soupçons. Je me dirigeais vers les toilettes des invités, puis changeais de direction dans le couloir désert pour emprunter l'escalier menant au premier étage. Le garde somnolait légèrement, appuyé contre le mur. Je passais devant lui avec assurance, comme si j'avais parfaitement le droit d'être là. Il me jeta à peine un regard. La porte du bureau n'était pas verrouillée. Je glissai à l'intérieur et refermai silencieusement derrière moi. Le bureau du docteur Mercier reflétait parfaitement sa personnalité. Élégant, ordonné, avec une attention méticuleuse aux détails. Des diplômes encadrés ornaient les murs. Une bibliothèque impressionnante couvrait tout un pan de mur. Un grand bureau en acajou dominait la pièce. Et dans un coin,
Partiellement dissimulé derrière, un tableau représentant un paysage maritime, se trouvait le coffre-fort. Je n'avais aucun moyen de l'ouvrir par effraction. Mais Marcel avait surpris le docteur Mercier composant la combinaison quelques jours plus tôt. 6 chiffres, la date de création de l'hôpital, inversée. Je tournais lentement le cadran, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne soit audible à travers toute la maison. Le coffre s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur, parfaitement rangés, se trouvaient des dossiers étiquetés par année, des clés USB, des passeports, des liasses de billets dans différentes devises, et un petit carnet noir qui s'avéra être le journal personnel du docteur Mercier, détaillant avec une précision clinique chaque opération, chaque organe prélevé, chaque somme perçue. Un document aussi macabre qu'accablant. Je pris des photos de chaque page importante avec le téléphone que Marcel m'avait donné. Je copiais également le contenu d'une clé USB sur une autre que j'avais apportée. Je ne pouvais pas emporter les originaux. Leur disparition aurait immédiatement alerté le docteur Mercier. Il me fallait des copies, des preuves que je pourrais transmettre aux autorités tout en laissant le médecin dans l'ignorance de notre action. J'étais tellement concentré sur ma tâche que je n'entendis pas immédiatement la porte s'ouvrir. Ce fut le souffle court de surprise qui me fit me retourner brusquement. Le docteur Vasquez se tenait dans l'encadrement, son visage passant de l'étonnement à la reconnaissance, puis à une froide fureur. Il me demanda comment j'avais survécu, comment j'avais osé revenir. Sa main glissa vers la poche intérieure de sa veste. Je savais qu'il y cachait probablement une arme. Je n'avais pas prévu cette confrontation, mais j'étais prêt à tout, même à mourir, si cela signifiait que les preuves seraient transmises et la vérité révélée. Je lui répondis calmement que j'étais revenu pour la justice. Pour sœur Thérèse, sœur Emmanuelle, sœur Lucie, pour toutes les victimes de leur trafic odieux. Ma voix ne tremblait pas. Ma peur s'était transformée en une résolution froide et implacable. Il s'avança vers moi, menaçant. Je reculai contre le bureau. Ma main rencontra un objet lourd, un presse-papier en cristal. Sans réfléchir, je le saisis et frappai. Le docteur Vasquez s'effondra, une entaille sanglante sur sa tempe. Il respirait encore, mais était inconscient. Je n'avais que quelques minutes avant qu'il ne soit découvert ou qu'il ne reprenne conscience. Je terminai rapidement de copier les documents essentiels, refermai le coffre-fort et remis le tableau en place. Je traînai le corps inerte du médecin derrière le bureau, où il ne serait pas immédiatement visible depuis la porte. Puis, je lissai mon uniforme, vérifiai qu'aucune trace de sang ne me marquait et sortis du bureau aussi calmement que j'y étais entré. Le garde était maintenant pleinement endormi, affalé sur sa chaise. Je descendis l'escalier et rejoignis la réception comme si de rien n'était. Je cherchais Marcel du regard. Nous avions convenu d'un signal en cas de problème. Je touchai 3 fois mon oreille droite en le croisant près du buffet. Il comprit immédiatement que nous devions accélérer la phase suivante du plan. Pendant que je servais des invités avec un sourire forcé, Marcel s'éclipsa discrètement pour préparer notre sortie. 10 minutes plus tard, une agitation se fit sentir à l'étage. Le corps du docteur Vasquez avait été découvert. Des cris retentirent. Le docteur Mercier et plusieurs hommes montèrent précipitamment les escaliers. La panique commença à se répandre parmi les invités. Dans la confusion qui suivit, Marcel et moi nous glissâmes vers la sortie de service. Nous avions presque atteint la porte quand un des hommes de main nous repéra. Il me reconnut, malgré mon déguisement. Il cria mon nom, mon vrai nom, sœur Marie-Claire. Des têtes se tournèrent. Le docteur Mercier, qui redescendait l'escalier, s'immobilisa. Nos regards se croisèrent. Je vis dans ses yeux la stupéfaction, puis la compréhension, et enfin une haine pure. Marcel réagit instantanément. Il renversa un chariot de vaisselle, créant un obstacle et un vacarme assourdissant. Nous nous précipitâmes vers la sortie. Des cris nous poursuivaient. Des ordres lancés pour nous arrêter. Nous atteignîmes la camionnette de livraison et démarrâmes en trombe, les pneus crissant sur le gravier. Les phares d'une voiture s'allumèrent derrière nous, puis une autre. La poursuite était engagée.
Marcel conduisait à une vitesse dangereuse sur les routes sinueuses menant à Bellerive. Je serrai contre moi le téléphone contenant les preuves que nous avions récoltées. Notre plan initial était compromis, mais nous avions un plan de secours. Au lieu de retourner directement au cimetière, Marcel prit la direction de la gare. Un train de nuit pour Paris partait dans 20 minutes. Si je pouvais l'attraper, j'aurais une chance de contacter les journalistes et les autorités nationales avant que le réseau ne puisse étouffer l'affaire. Les voitures se rapprochaient dangereusement. Marcel prit une décision. Il s'engagea brusquement sur un chemin forestier, éteignit les phares et continua sur quelques centaines de mètres avant de s'arrêter. Il me dit de courir à travers bois jusqu'à la route parallèle, où je pourrais prendre un raccourci vers la gare. Il créerait une diversion pour me donner du temps. Je protestais, ne voulant pas l'abandonner. Il insista, me rappelant que les preuves que je portais étaient notre seul espoir de justice. Sa vie était un prix acceptable à payer pour toutes celles qui avaient déjà été prises. Les larmes aux yeux, je l'étreignis une dernière fois, puis m'enfonçai dans l'obscurité des bois. Je courus comme jamais auparavant, guidé par la faible lueur de la lune, à travers les branches. Derrière moi, j'entendis la camionnette redémarrer, puis des crissements de pneus, des cris, et finalement un bruit sourd de collision. Je ne me retournai pas. Je ne pouvais pas me le permettre. Je devais continuer, pour Marcel, pour mes sœurs, pour toutes les victimes. J'atteignis la route puis la gare, juste à temps pour le train de nuit. Épuisée, couverte de boue, je me glissai dans un wagon presque vide. Le contrôleur me jeta un regard suspicieux, mais accepta l'argent que Marcel m'avait donné pour le billet. Pendant que le train s'éloignait de Bellerive, je sortis le téléphone et envoyai tous les documents à 3 destinations différentes. Un journaliste d'investigation renommé dont Marcel avait trouvé les coordonnées. Un procureur anticorruption à Paris, dont la réputation d'intégrité était connue, et Sophie qui attendait toujours au mausolée, prête à témoigner. Le lendemain matin, j'étais à Paris. 2 jours plus tard, l'affaire éclatait dans les médias nationaux. Le scandale de l'hôpital Saint-François faisait la une de tous les journaux. Des photos de dossiers médicaux falsifiés, des listes de victimes, des enregistrements de transactions financières occultes, des témoignages de Sophie et d'autres rescapés que nous avions sauvés ces derniers mois. Et mon propre récit, détaillant l'horreur vécue dans ce mausolée transformé en refuge. Une semaine après notre fuite de la réception, des unités spéciales de la police nationale investirent l'hôpital Saint-François et la résidence du docteur Mercier. Des dizaines d'arrestations furent effectuées. Le réseau s'effondra comme un château de cartes. Le docteur Mercier tenta de fuir le pays, mais fut intercepté à la frontière suisse. Dans sa valise, on trouva des millions d'euros en liquide et une liste de clients fortunés attendant des organes. Marcel n'avait pas survécu à la nuit de notre fuite. Sa camionnette avait été délibérément percutée par les hommes du docteur Mercier. Elle avait quitté la route et s'était écrasée contre un arbre. Il était mort sur le coup, me donnant les précieuses minutes dont j'avais besoin pour m'échapper. Son sacrifice ne serait pas oublié. Lors des perquisitions, les autorités firent une découverte bouleversante dans une annexe isolée de l'hôpital. 2 femmes y étaient détenues, maintenues dans un état végétatif par des drogues. Sœur Emmanuelle et sœur Lucie. Elles avaient été gardées en vie comme réserve d'organes, prélevées progressivement selon les besoins des clients. Elles étaient méconnaissables, amaigries, leur corps mutilé par de multiples cicatrices chirurgicales. Mais elles respiraient encore. Elles furent immédiatement transportées dans un hôpital spécialisé à Paris. Le procès qui suivit fut l'un des plus médiatisés de l'histoire judiciaire française. Le docteur Mercier et ses complices furent condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le réseau international fut démantelé, conduisant à des arrestations dans 12 pays différents. Des clients fortunés, des intermédiaires, des médecins complices, tous tombèrent sous le coup de la justice. Je témoignais longuement, décrivant notre découverte initiale, notre enlèvement, la mort de sœur Thérèse, ma survie dans le mausolée, et finalement
notre opération pour recueillir les preuves. Mon récit glaça la salle d'audience. Des jurés pleurèrent. Des journalistes quittèrent temporairement la salle, incapables de supporter les détails macabres que je relatais d'une voix ferme. La vérité que nous avions découverte dans la salle d'opération souterraine était maintenant exposée au grand jour. Le fantôme que j'avais entrevu dans un couloir sombre était maintenant visible de tous. Ma vengeance n'avait pas été un acte de violence aveugle, mais la révélation implacable d'une vérité que personne ne pouvait plus ignorer. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit où j'ai fui Bellerive, avec les preuves qui ont fait tomber le réseau du docteur Mercier. 5 années de reconstruction, de guérison, de réflexion. Le temps a passé, mais les cicatrices demeurent, visibles ou invisibles. Sœur Emmanuelle et sœur Lucie ne se sont jamais complètement remises de leur calvaire. Elles vivent maintenant dans un établissement spécialisé près de Lyon. Sœur Emmanuelle a retrouvé une partie de sa mobilité après de multiples opérations reconstructrices, mais son esprit reste fragilisé. Elle ne parle que rarement, préférant communiquer par l'écriture ou le dessin. Sœur Lucie, dont le corps a subi les prélèvements les plus nombreux, reste en fauteuil roulant, mais son sourire a miraculeusement survécu à l'horreur. Elle lit des histoires aux enfants malades qui viennent visiter l'établissement, perpétuant ainsi sa vocation malgré tout. Je les visite régulièrement. Nous prions ensemble pour l'âme de sœur Thérèse. Nous ne parlons pas souvent de ce que nous avons vécu. Les mots sont insuffisants pour décrire certaines expériences. Mais nous partageons un lien que rien ne pourra jamais briser. Nous sommes les survivantes, les témoins, les accusatrices qui ont révélé au monde une vérité insupportable. Sophie est devenue comme une sœur pour moi. Après avoir courageusement témoigné au procès, elle a repris ses études de médecine, déterminée à devenir le type de médecin que nous avions cru connaître avant de découvrir la vérité. Elle travaille maintenant dans un service de transplantation éthique, veillant à ce que chaque donneur soit respecté, chaque organe traité avec la dignité qu'il mérite. Les autres victimes que nous avions sauvées ont suivi des chemins divers. Certaines ont témoigné au procès, d'autres ont préféré rester anonymes, trop traumatisées pour revivre publiquement leur expérience. Toutes portent les marques invisibles de ce qu'elles ont failli subir. Nous maintenons contact, nous soutenant mutuellement dans ce voyage de guérison qui durera toute notre vie. Le vieux mausolée a été restauré et transformé en un mémorial pour les victimes du réseau. Une plaque commémorative y honore sœur Thérèse et Marcel, dont les sacrifices ont permis de mettre fin à ces atrocités. Chaque année, lors de l'anniversaire de la révélation du scandale, une cérémonie y est organisée. Des survivants, des familles de victimes, des habitants de Bellerive s'y recueillent, déposant des fleurs et des bougies en hommage. L'hôpital Saint-François a été fermé, puis entièrement rénové et rouvert sous un nouveau nom. Une équipe médicale irréprochable y travaille maintenant, sous la supervision stricte des autorités sanitaires. La confiance des habitants reviendra lentement, avec le temps et la preuve quotidienne d'une pratique médicale éthique et transparente. Quant à moi, j'ai quitté les ordres. Ma foi reste intacte, peut-être même renforcée par l'épreuve, mais ma vocation a changé. Je travaille maintenant pour une organisation internationale luttant contre le trafic d'organes. Mon expérience, aussi douloureuse soit-elle, est devenue un outil précieux pour identifier et démanteler d'autres réseaux similaires à travers le monde. Je voyage, je témoigne, je forme, je sensibilise. Parfois, la nuit, je me réveille, encore en sursaut, revivant ces mois dans le froid et l'obscurité du mausolée. J'entends la respiration de sœur Thérèse faiblir jusqu'à s'éteindre. Je revois le visage du docteur Mercier lorsque nos regards se sont croisés cette dernière. La terreur ne disparaît jamais complètement. Elle devient une compagne familière, un rappel de notre fragilité et de notre résilience. Je ne considère pas ma vengeance comme achevée. Elle se poursuit chaque jour, dans chaque vie sauvée, dans chaque réseau démantelé, dans chaque témoignage partagé. Je n'ai plus une vengeance personnelle, mais une mission collective.
Une lutte contre l'obscurité qui peut se cacher derrière les façades les plus respectables, les sourires les plus rassurants. La vérité que nous avons révélée a secoué le monde médical et la société tout entière. Des réformes ont été mises en place, des contrôles renforcés, des protocoles éthiques plus stricts. Notre souffrance a servi à quelque chose. Elle a créé une onde de changement qui continue de se propager. Je porte encore le nom de Marie-Claire, mais je ne suis plus sœur Marie-Claire. Cette femme est morte dans le mausolée avec sœur Thérèse. Celle qui a émergé est à la fois plus forte et plus vulnérable, plus méfiante et plus compatissante, plus brisée et plus complète. La dualité qui habite tous les survivants de traumatismes profonds. Le docteur Mercier purge sa peine dans une prison de haute sécurité. Je lui ai rendu visite une seule fois, 3 ans après sa condamnation. Non par désir de confrontation ou pour savourer sa déchéance, mais pour lui montrer que j'existais toujours, que la vérité avait survécu, que la lumière avait finalement vaincu les ténèbres. Il a vieilli de 20 ans en 3 ans. Son regard autrefois vif et assuré était maintenant terne, fuyant. Il m'a demandé pourquoi j'étais venu. Je lui ai simplement répondu que je voulais qu'il sache que sœur Emmanuelle et sœur Lucie étaient vivantes, que Sophie était devenue médecin, que le mausolée où il nous avait enterrés vivantes était maintenant un lieu de mémoire et de recueillement, que sa tentative de nous faire disparaître avait échoué de la façon la plus spectaculaire possible. Il n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux. Je suis parti sans me retourner, sachant que je ne le reverrai jamais. Il ne méritait pas plus de mon temps ou de mes pensées. La vie continue, avec ses joies simples et ses défis quotidiens. Je savoure chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie, chaque respiration libre. Ces sensations que je croyais perdues à jamais lorsque la lourde porte du mausolée s'était refermée sur nous. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je continuerai à témoigner, à lutter, à honorer la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu. Non pas par haine ou par désir de vengeance, mais par amour pour la vérité et la justice, par respect pour la dignité humaine que le docteur Mercier et ses complices ont si brutalement bafouée. La vérité ressemble parfois à un fantôme. On la voit fugitivement dans un couloir sombre, puis elle disparaît. Mais si on la poursuit avec assez de détermination, elle finit par se révéler pleinement, dans toute sa lumière aveuglante. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que je continuerai à faire, aussi longtemps que mes forces me le permettront, car certaines histoires doivent être racontées, aussi douloureuses soient-elles. Certaines vérités doivent être révélées, aussi terrifiantes soient-elles. Certaines injustices doivent être exposées, aussi puissants soient ceux qui les commettent. C'est la leçon que j'ai apprise dans ce mausolée transformé en sanctuaire, une leçon gravée dans ma chair et dans mon âme, aussi indélébile que les cicatrices qui marquent les corps de mes sœurs survivantes. Je m'appelle Marie-Claire, j'ai survécu pour témoigner, et mon témoignage est à la fois ma vengeance et ma rédemption.